quelles sont ces injonctions politiques et philosophiques et quelle forme prennent-elles? Il est intéressant de voir un petit peu plus près comment, dans les débats sur les différents thèmes de société, dans une société comme la nôtre, une société démocratique, il est évident, il est normal, il est banal que les différents courants idéologiques, les différentes idées se croisent, s'entrecroisent, s'opposent, se rejettent, se diabolisent. Il en est ainsi sur la question de l'islam et des musulmans. Il est des courants idéologiques qui voient dans l'islam et les musulmans un danger pour l'avenir de la société française. Il est naturel pour eux de se poser la question, il est légitime même dans une société démocratique, comme je le disais. Et donc, nous, en tant que musulmans, on doit le comprendre pour mesurer les termes du débat, les concepts, les mots qui sont utilisés ont des objectifs bien précis souvent, ou parfois n'ont pas d'objectif, c'est avant tout des émotions qui s'expriment, des sentiments, des peurs qui s'expriment. Donc, qu'il y ait des débats, qu'on y participe sur l'islam, les musulmans, sur d'autres questions de société, c'est normal et c'est légitime et c'est même sain dans une société démocratique. Là où on doit faire attention, c'est l'invitation à un débat, c'est une chose, les injonctions qui nous sont posées en est une autre. Donc, obéir à une injonction, pour montrer patte blanche, pour montrer qu'on est gentil, qu'on est bien, qu'on est propre sur nous, c'est très dangereux parce qu'on s'inscrit dans la logique de dominant à dominer. Rentrer dans un débat parce qu'il y a des peurs qui s'expriment d'une manière légitime, parce que justement nous sommes face à des acteurs qui se posent des questions ou même qui parfois instrumentalisent des questions, mais les instrumentalisent dans un espace, dans un moment clé, dans un moment donné où il est pertinent de rentrer en débat. Et quels sont ces termes de débat souvent dont on entend parler? Un des termes qui revient le plus souvent, c'est l'islam est la deuxième religion de France. Alors souvent les musulmans, quand on entend ça, on est un peu rassuré parce qu'on se dit on n'est pas minoritaire, on est quand même une donnée importante de la société, on est quand même des acteurs présents. Mais ça a son revers, parce que dans l'esprit des gens pour qui l'islam est une donnée nouvelle et qui leur fait peur, quand on entend deuxième religion de France, c'est que ça veut dire que dans 50 ans, 100 ans, notre société risque de devenir islamique, risque de devenir majoritairement musulmane. Et on oublie souvent de nous dire, mais qu'en est-il de la première religion de France, puisque l'islam est la seconde religion de France. Et on évoque des chiffres, régulièrement les mêmes qui reviennent, 5 millions, 6 millions, 8 millions, des optimistes parlent même de 10 millions de musulmans présents en France, et on ne nous évoque pas cette première religion, elle est à combien aujourd'hui? Qui est la religion catholique, la religion ancestrale, pour ne pas dire traditionnelle, qui est de l'ordre de 20 à 25 millions. Donc entre la première et la deuxième religion, il y a quand même un fossé énorme. Il est incomparable même d'essayer de faire le parallèle entre les deux religions. Et quand on parle de 5 à 6 millions ou à 8 millions ou 10 millions de musulmans, on englobe tout le monde. Ceux qui vont régulièrement à la mosquée, ceux qui pratiquent chez eux les rituels, ceux qui ne le pratiquent pas du tout, ceux qui sont croyants mais la relation au texte et à la pratique, c'est une relation très conjoncturelle, ou ceux qui ne sont pas du tout croyants mais qui s'attachent à l'islam. On met tout le monde à temps. En d'autres termes, tous ceux qui ont une connotation dans leur nom arabe ou lié à l'islam, on le considère. Alors que du côté des catholiques, on précise bien qu'il s'agit des gens qui pratiquent, des gens qui sont fidèles aux pratiques rituelles, qui vont à l'église régulièrement de temps en temps. Donc, les termes même du débat, parfois, lorsqu'on nous parle de seconde religion de France, il faut quand même relativiser, repréciser les choses pour que ce terme ne soit pas instrumentalisé à des fins électoralistes, à des fins racistes même, parce que tant qu'on nous perçoit comme une religion envahissante, comment hier c'était de simples immigrés, aujourd'hui ça devient la seconde religion. Donc je pense qu'il est important de relativiser, et lorsqu'il s'agit d'évoquer des concepts, d'être le plus précis possible, c'est ce qu'on verra dans les prochaines séances. Aussi lorsqu'il s'agit d'injonctions politiques ou philosophiques, lorsqu'il s'agit de la question de relations hommes-femmes en islam ou chez les musulmans. On nous en parle de telle manière que les autres acteurs de la société ou les autres groupes de notre société diverses et plurielles, que les autres acteurs ou les autres pratiques même dominantes dans notre société n'ont pas de problème dans la relation homme-femme. Quand on regarde le Parlement, notre Parlement national, d'accord, l'Assemblée nationale, quand on la regarde de plus près, même pas 20% de femmes présentes, alors qu'il y a une parité, alors qu'il y a des lois, alors qu'il y a des injonctions
légale qui impose une participation des femmes, on n'en voit pas. Quand on regarde le taux de pratiques de discrimination, de violence faites aux femmes, on s'interroge aussi. Quand on regarde les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. Donc il est important aussi de dire oui, il y a des problèmes dans les relations hommes-femmes chez les musulmans, mais ce n'est pas propre aux musulmans. C'est aussi l'ensemble de la société qui est dans cette pratique-là. Ça ne veut pas dire que les musulmans, on doit se dédouaner, de dire non, ça va, nous, ça se passe très bien, la femme, elle a une place idéale, le texte, le Coran, ainsi de suite, ce que font certains, mais il y a une réalité sur laquelle il faut peut-être travailler, qu'il faut reconnaître, et qu'il faut accepter le débat là-dessus lorsque le débat est extrait de toute injonction électoraliste politique. Mais lorsqu'on nous interpelle sur les conditions de la femme, parce que nous sommes dans un plateau, lorsque nous sommes à un moment électoral assez important, il faut refuser le débat ou le rejeter. Mais il ne faut pas non plus nier le débat, nier la question. Tout autant sur la question de liberté de conscience. Cela aussi, on revient souvent, comme si les musulmans dans les quartiers sont là, en train de tourner, il y a des espèces de patrouilles qui tournent et qui voient qui pratique, qui ne pratique pas, des polices des mœurs. Alors on nous sort comme prétexte, oui, mais il y a une pression sociale, dès qu'une mosquée s'ouvre, on sent que la majorité des femmes sont obligées de porter du foulard, ou les gens pratiquent de plus en plus. Mais cette pratique culturelle et sociale, elle est humaine. On la voit dans tous les groupes, on la voit sur tous les terrains, dans toutes les pratiques. On va se donner quelques exemples. Il suffit qu'un magasin ouvre dans un quartier, dans une ville, le produit qu'il vend, qui ne se vendait presque jamais dans le quartier ou dans la ville, dès qu'il ouvre, les gens sont intéressés, ils vont voir. Et donc, il y a des gens qui vont revenir régulièrement à ce magasin, il y a des gens qui vont y revenir de temps en temps, il y a des gens qui n'y reviendront jamais, il y a des gens qui n'iront jamais. Il en est assis si on prend un club de sport, si on prend un café, un restaurant, si on prend des espaces de pratiques culturelles et sociales diverses. Et pourquoi pas, lorsqu'une mosquée s'ouvre, il y a de plus en plus de gens qui vont à la mosquée, il y a des gens qui vont de temps en temps, il y a des gens qui vont y aller qu'une fois, il y a des gens qui n'iront jamais. Pourquoi ce qui est pratique, normal, socialement, culturellement, politiquement, ailleurs, les moins pour les musulmans? Et là, il s'agit d'instrumentalisation, d'injonction politique, justement, pour diaboliser, pour grossir le fait musulman, pour faire peur, pour justement mettre les musulmans dans une situation de domination malsaine, où ils doivent ou se justifier, ou montrer patte blanche, nous sommes plus blancs que blancs, ou montrer qu'ils sont très gentils, ou alors se crisper. C'est ce qui arrive aussi, on a des musulmans qui se crispent immédiatement, qui tout de suite refusent le débat, refusent le dialogue. Donc la confusion entretenue ou pas entretenue du genre et des pratiques, lorsqu'il s'agit de l'islam et des musulmans, fait partie de ces injonctions politiques et philosophiques. Donc comment les gérer? On ne doit jamais oublier que le dialogue est une donnée fondamentale dans toute civilisation, dans toute religion, dans toute idéologie, dans toute philosophie, et de surcroît lorsqu'il s'agit du musulman qui a la prétention, ou de la musulmane qui a la prétention de vouloir dialoguer sur l'islam, de vouloir dédramatiser le fait musulman là où il vit. Il y a une responsabilité de dialogue et on doit savoir de quoi il s'agit, de quoi il en retourne et de quoi on parle. Mais on le fait dans une perspective de dialogue, on le fait dans une perspective de débat, comme il peut y avoir le débat sur la retraite, le débat sur les pensions, le débat sur la sécurité, le débat sur les orientations politiques, le débat sur le travail, il peut y avoir le débat sur l'islam. Dans cette perspective-là, une perspective démocratique saine, oui, en tant que musulman, on y va. Mais lorsqu'il s'agit d'une injonction politique qui a pour objectif de surfer sur la peur, qui a pour objectif d'instrumentaliser un électorat, qui a pour objectif de civiliser les musulmans, il faut le refuser, on ne rentre pas dans ce jeu malsain. La démocratie nous met tous d'égal à égal. La démocratie, c'est les droits les mêmes pour tous. Et la démocratie aussi, on doit comprendre en tant que musulman, il n'y a pas quelqu'un, une personne qui va venir, qui va nous distribuer nos droits. Nos droits, nous les avons de fait, il faut les exprimer, il faut leur donner vie, il faut leur donner forme, il faut leur donner corps. Et ceci est d'autant plus difficile à comprendre pour les musulmans comme pour des non-musulmans, que la communauté musulmane, au sens un groupe qui se réfère à une idée, à un principe ou à un objectif, c'est une communauté très diverse. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, cette diversité des musulmans dans la société française.